Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je vous poste une petite vidéo suite à l'annonce de Rafa de mettre un terme à sa saison. Donc, c'est une petite vidéo qui va se composer en trois temps. Donc, déjà, on va parler de la blessure de Rafa pour savoir ce qu'il en est exactement. Après, je ferai un petit point sur ce que je pense de la saison 2016 de Rafa. Et puis, mes attentes et pas mes prédictions, mais ce que je pense de ce que peut donner la saison 2017 de Rafa. Donc, déjà, on va commencer par la blessure. Donc apparemment, donc ce qui est intéressant pour une fois, c'est qu'on a eu vraiment des annonces où tout le monde était d'accord. Parce que souvent on a eu des annonces où Tony annonçait quelque chose et c'était pas forcément confirmé par Rafa, bien au contraire. Donc là on a eu le docteur de Rafa, Kotoro, Tony et Rafa lui-même qui ont vraiment eu le même discours. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qu'on a bien compris, c'est que pour jouer les Jeux Olympiques et pour avoir le bonheur d'être porte-drapeau de l'Espagne, Rafa a joué alors qu'il n'était pas guéri. Donc ce qui a fait qu'en forçant sur son poignet, il s'est créé une autre blessure, qui est une inflammation qui est complètement différente de la blessure qu'il avait obligé à déclarer forfait à Roland Garros, du moins à abandonner pendant le tournoi pour être plus précis. Donc voilà, c'est une blessure qui est pas grave du tout, c'est juste une inflammation d'un tendon qui crée beaucoup de douleur et qui crée beaucoup d'instabilité au niveau du poignet. En termes de récupération, ça a été annoncé 15 jours, donc ça prouve que c'est vraiment rien du tout. Par contre, c'est très gênant. Je ne sais pas si pour certains vous avez déjà joué au tennis avec des douleurs au poignet. Moi, ça m'est arrivé. Je peux vous garantir que je comprends bien pourquoi maintenant Rafa avait autant de mal en coup droit. C'est quand vous avez des douleurs et une inflammation au niveau du poignet, vous avez un poignet qui est beaucoup moins souple. Avec un poignet beaucoup moins souple, vous pouvez pas faire tourner la balle. C'est juste impossible. Et Rafa, c'est juste le joueur qui fait le plus tourner la balle au monde. Donc clairement, avec une inflammation au poignet, et vu son style de jeu et sa technique en coup droit, c'était impossible pour lui de continuer. Donc déjà, je trouve que c'est une très bonne décision que prend Rafa, qui est une décision un peu risquée quand même, parce que il va perdre les 300 points de balle, il va perdre de 180 points de Paris, et il va perdre 600 points du Masters. Donc il va perdre quasiment 1000 points, il va se retrouver entre la 10e et la 15e place mondiale, selon les résultats des autres, pour attaquer l'Open d'Australie. En sachant que dès le début de saison prochaine, il défend une finale à Doha, qu'il ne pourra pas défendre vu qu'il va aller jouer à Brisbane, mais qu'il devra quand même défendre une finale. Donc il faudra qu'il fasse un gros résultat à Brisbane pour pas arriver au-delà de la 15e place mondiale, on ne sait jamais, en Australie. Donc là, au moins, c'est vraiment une bonne décision. Pour une fois, Rafa décide de ne pas forcer sur son physique et ça fait vraiment plaisir. En plus, avec le temps de récupération qui a été annoncé, 15 jours seulement, ça va lui permettre de faire une pré-saison bien plus longue que ce qu'il a pu faire. Et ça peut être une très bonne nouvelle pour lui. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc voilà pour la blessure. Donc maintenant, on va parler de la saison 2016. Parfois, dans mes commentaires, j'ai souvent comparé 2016 à 2015, parce qu'en termes de résultats, on est clairement sur quasiment la même chose. Il y a un Masters 1000 plus ce titre olympique en double qui font quand même que ça restera malgré tout une bonne saison. Un Masters 1000, un titre olympique, aujourd'hui, je pense que n'importe quel joueur euh, peut rêver de gagner ça sur une saison. Il y a aussi le titre à Barcelone qui reste un Masters, un ATP 500, donc c'est quand même, c'est pas si, c'est pas si mauvais que ça. Après, pour parler des résultats de Rafa, sincèrement, c'est compliqué. Quand vous faites forfait à Roland Garros, forfait à Wimbledon, que vous jouez l'US Open blessé, déjà sur 3 grands chelems sur 4, vous les jouez blessés, et le quatrième, vous perdez au premier tour contre Verdasco, c'est sûr que derrière votre saison, c'est impossible de viser un top 5. Avec 4 mauvais résultats en grand chelem, c'est clairement pas possible. Mais moi, là où je trouve que les saisons, elles sont complètement différentes entre 2015 et 2016, c'est en termes de niveau de jeu. En termes de niveau de jeu, ça n'a rien à voir. 2015, ça a été mauvais de A à Z avec aucun bon tournoi, clairement. Même Roland Garros, où Rafa faisait un quart de finale contre Djokovic, il prend une fessée, il prend une leçon de tennis ça dure 2h30, pendant 2h30, il voit pas le jour. 2016, c'est quand même autre chose. Il arrive à Doha, Doha super tournoi, il va en finale, il prend une leçon contre Djokovic, mais un Djokovic qui était injouable. Même Rafa avait dit, je me rappelle à la fin du match, je savais pas que c'était possible de jouer au tennis comme l'a fait Novak aujourd'hui. Donc un match incroyable. Derrière l'Open d'Australie, c'est un gros regret pour moi quand même. Parce que même s'il perd au premier tour et qu'on se dit que c'est un tournoi raté, le niveau de jeu du match de Nadal-Verdasco pour un premier tour de Grand Chelem, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de premiers tours de Grand Chelem de ce niveau-là depuis un sacré moment. Moi, en tout cas, je me rappelle pas d'un match comme ça par le Nadal Isner de Roland Garros en 2010.
Rafa se fait éliminer, 4h35 de jeu, je crois, quelque chose comme ça. Un 5e set de Verdasco qui est juste... il marche sur l'eau, il tente tout et n'importe quoi, il réussit tout. Donc voilà, après Rafa fait encore l'erreur qui est pour moi toujours une erreur d'aller jouer en Amérique latine. Ça sert absolument à rien, c'est 2 tournois en terre battue à une période de l'année où vous avez 90% d'humidité, où physiquement c'est une galère pas possible, vous allez vous manger des décalages horaires pour derrière revenir aux États-Unis, derrière revenir en Europe. En termes de calendrier, c'est catastrophique. Donc là, vraiment, pour le coup, là, ça avait été assez mauvais. Derrière, Rafa avait super bien joué à Indian Wells, avec, rappelez-vous, notamment cette victoire contre Nishikori en 2-7. Je crois que ça fait 7-5, 6-3, 7-5, 6-4, quelque chose comme ça. Un super match de Rafa. Et derrière, surtout, encore un très très bon match contre Djokovic, où Rafa s'incline en 2-7, 7-6, 6-3, mais avec un score très sévère. Rafa a balle de 7, il me semble, dans le premier sur le service de Djokovic. Le deuxième set, il y a 3 partout, il y a 4-3 Djokovic et jusqu'à 4-3, vraiment les deux joueurs peuvent faire la différence. Puis Rafa craque un peu, donc là encore un très bon tournoi. Après, il y a l'accident de Zumur où Rafa est... vous savez, il a ses vertiges, etc. On ne sait pas trop réellement ce qu'il a eu. Et après, il y a cette saison sur terre battue, où là, c'était quand même parti sur les chapeaux de roue. C'était quand même parti sur les chapeaux de roue avec ce titre à Monte-Carlo. Ce titre à Monte-Carlo où Rafa joue super bien. Il bat quand même consécutivement Wawrinka, Murray et mon fils. Wawrinka, il lui met une leçon, il lui met 6-1, 6-3, quelque chose comme ça, 6-1, 6-2 peut-être. Il lui donne une leçon de tennis. Derrière, il bat Murray en 3-7, plus de 2 heures de jeu, un combat incroyable. Et derrière, surtout cette finale contre mon fils, 2h50 de jeu, un 6-0 dans le troisième avec un niveau de jeu juste incroyable. Derrière, Rafa, donc super tournoi en termes de qualité de tennis, là on est sur du très grand Nadal. Derrière, il enchaîne avec un super tournoi à Barcelone où il bat Granollers, notamment Kohlschreiber en demi, et il donne une leçon encore à Wawrinka, à Nishikori en finale. Super tournoi, vraiment super tournoi de la part de Rafa qui s'impose. Et puis derrière, il arrive à Madrid et c'est là que commencent les problèmes avec les douleurs au poignet. Mais malgré tout, il fait 2 bons tournois. Hein. Demi-finale, il perd contre Murray. Il va à Rome, demi-finale, il perd contre Djoko avec le match de l'année. En termes de qualité de tennis, pour moi, c'est le meilleur match de Rafa. 7-5, 7-6, un match 2-7, 2h30, un match incroyable. Un niveau de jeu, franchement, hallucinant. Et à ce moment-là, sincèrement, moi, je me dis que Rafa, il va gagner Roland Garros. Parce qu'on se rappelle que la veille, il avait eu un gros combat contre Kyrgios, à 2h30 de jeu, donc on le sentait un peu émoussé, et c'est peut-être ce qui lui a manqué contre Djoko. Et derrière, effectivement, il y a cette blessure au poignet qui vient lui plomber sa saison, parce que les 2 premiers tours à Roland Garros, il joue un tennis de feu. Il met 2 leçons de tennis à ses 2 adversaires. Après, il est obligé de déclarer forfait, il rate Wimbledon, donc déjà là en termes de points, c'est une catastrophe pour lui. Il rate Wimbledon, puis il décide d'aller jouer les Jeux Olympiques. Il fait un super tournoi olympique, mais il fait l'erreur de jouer et le simple et le double. Physiquement, il joue 23 heures en 9 jours. C'est juste beaucoup trop quand vous revenez d'une blessure au poignet. Voilà. Derrière, à l'US Open, un niveau de jeu plutôt pas trop mal. Je parlerai pas de la tournée américaine d'après Jeux Olympiques parce qu'elle a aucun intérêt. Rafa a été cramé. Jeux Olympiques plutôt pas, US Open plutôt pas mal. On sent que physiquement, il est quand même cramé encore un peu parce que le 5e set contre Pouille, il doit le gagner 20 fois. Clairement, à la fin du match, on voit Rafa, il a plus les jambes, il trottine sur le terrain. Physiquement, c'est compliqué pour lui. Et après, il y a cette tournée asiatique qui a aucun intérêt, là encore une fois, parce que clairement, les douleurs au poignet sont revenues, c'est pas les mêmes douleurs, mais il est incapable de taper un coup droit correct. Voilà, donc derrière, il prend la bonne décision. Donc pour moi, 2015 et 2016, on est assez proche en termes de résultats, mais en termes de niveau de tennis, pas du tout. Parce qu'il y a au moins 4, 5, peut-être même 6 tournois sur lesquels Rafa joue à un niveau quasiment, franchement, quasiment de numéro 1 mondial. Moi, je mets les Jeux Olympiques, il joue à un niveau incroyable. Monte-Carlo, Barcelone, niveau incroyable. Indian Wells, ça joue très très bien. Doha, ça joue très très bien. Roland Garros, avant de déclarer forfait, ça joue très très bien. Donc sur cette année-là, franchement, ça n'a rien à voir. Puis même Madrid et Rome, le niveau de jeu est clairement un niveau de jeu d'un potentiel vainqueur de Roland Garros. Donc c'est une saison vraiment compliquée de ce niveau-là. Trop de blessures, trop de pépins physiques. Et puis voilà. Donc là, ça va nous donner une saison 2017, mine de rien, qui va être super intéressante. Super intéressante, pourquoi? Parce que,
Rafa, il reprend l'entraînement normalement début de semaine prochaine ou semaine d'après, ça dépend de l'évolution de sa blessure. Normalement, ça devrait être d'ici une semaine à peu près. Ça fait un début de pré-saison un mois plus tôt que ce qu'il a toujours fait dans sa carrière. Un mois et demi même. S'il reprend la semaine prochaine, ça fera un mois et demi d'avance sur son planning habituel. Ce qui nous amènerait un Rafa qui arriverait normalement en Australie, si tout va bien, je touche du bois, qui arrivera en Australie avec, avec entre 9 et 12 semaines d'entraînement. Normalement, il arrive avec 5. 9 et 12 semaines d'entraînement, ça peut être vraiment intéressant. Moi, je pense que ça peut être une bonne saison pour Rafa pour plusieurs raisons. C'est que, un, il va vraiment faire une vraie pré-saison, une vraie intersaison. Il va pas aller faire des exhibitions à la con, là, qui franchement, je suis désolé, mais qui servent à rien et qui, moi, me gonflent. Ça me saoule d'entendre Rafa parler du calendrier pour aller jouer des exhibitions de merde. Là, il va faire une vraie pré-saison et moi, ça me rappelle l'intersaison 2009-2010. Je sais pas si vous vous rappelez. 2009, j'imagine que vous vous rappelez de Roland Garros, mais je sais pas si vous vous rappelez du Masters. Au Masters, Rafa perd 3 fois. Il perd contre Soderling, contre Djokovic, et le troisième, je sais plus. Davydenko. Il perd trop contre ces 3 joueurs, il gagne pas un set du Masters. À la fin du tournoi, Tony dit je suis content que ça soit terminé, maintenant on va pouvoir aller s'entraîner. Et on va pouvoir travailler. Et là, ça me rappelle un peu cette configuration, où un Rafa qui en plus va commencer plus tôt, mais qui va pouvoir retourner à bosser. Et ça peut être intéressant, parce que mine de rien, le niveau de jeu, il est quand même là, hein. Franchement, on voit, si on regarde sur les 6 derniers mois de tennis, quand on compare le niveau de jeu qu'a proposé Rafa cette année au niveau de jeu des autres maintenant, Djoko, c'est super compliqué pour lui. On sent que physiquement, ça commence à tirer de partout et qu'il est en train de payer les efforts monstrueux qu'il fait depuis 4 ans. Murray, c'est jamais été un joueur qui a posé des problèmes à Rafa. Même quand Murray joue son meilleur tennis, si Rafa il est bon en face, il l'a toujours battu. Les seules défaites de Rafa contre Murray, c'est des mauvais matchs. Vous regardez, prenez le face-à-face entre les deux hommes, regardez toutes les défaites de Nadal, il n'y a pas un match où Rafa il a bien joué. On peut prendre les dernières défaites, il y en a 2 à Madrid, c'est des matchs catastrophiques de Nadal. Dont celui de cette année, c'est à partir de ce match-là qu'il a commencé à ressentir les douleurs au poignet. Donc voilà, donc après quand on regarde le niveau de jeu, vous avez qui d'autre? Federer, c'est fera 6 mois qu'il n'a pas joué, Federer, bon, en termes de problèmes posés à Nadal avec son revers à une main, il y en a encore moins. Wawrinka, il fait toujours un grand chelem dans la saison, mais le reste de l'année, il est quasiment transparent. D'ailleurs, on l'a vu cette année, à chaque fois quand ils se sont joués, Rafa s'est quand même largement imposé, notamment à Monte Carlo. Donc voilà, donc ça peut être intéressant, ça va être une vraie saison intéressante avec surtout, on n'en parle pas assez, mais le retour d'El Potro. Moi je vois bien Del Potro créer une surprise l'année prochaine, revenir dans le top 10 déjà ça c'est quasiment sûr, à moins qu'il ait une blessure. Et sur un grand chelem, notamment à Roland Garros, sur terre battue, il aura plus de temps pour décaler son grand coup droit, ça peut être intéressant. Donc maintenant après va vraiment falloir voir ce que va faire Nadal tactiquement. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de retourner dans une filière un peu plus défensive? Franchement, je pense que oui. Physiquement, je vois pas pourquoi. Je réfléchissais à ça la dernière fois et quand on regarde Murray, il connaît sa meilleure saison de tennis. Il va certainement être numéro 1 mondial à la fin de la saison, au début de saison prochaine. Physiquement, ce qu'il fait, c'est monstrueux. Ils ont un an d'écart, Rafa et Murray, et ils ont exactement la même morphologie. Ils font la même taille, à 2 kilos près, ils doivent faire le même poids, parce que Murray, en termes de musculature, et je sais pas si vous l'avez vu un peu torse nu ces derniers mois, quand il change de t-shirt, le gars il est costaud, hein. Donc en termes de rapport poids-puissance, ils sont pareils. Et je mettrais même Wawrinka, qui physiquement c'est un buffle, est plus lourd que Nadal. Ils font la même taille, Wawrinka doit faire 3 cm de plus. Il me semble qu'il fait 88 kg, il doit faire 3-4 kg de plus que Rafa. Et pourtant, physiquement, il a aucun problème. Donc, physiquement, moi, j'y crois. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il fait, à l'intersaison. Et en plus, j'ai eu une info par un ami quelqu'un de Twitter, qui est plutôt quelqu'un de confiance et qui est toujours très bien informé sur Rafa. Normalement, là, il va avoir il y a un planning qui a été fait, qui avait été annoncé par le docteur Kotoro. Et le planning de pré-saison de travail athlétique de Rafa, apparemment, c'est son docteur cette année. C'est pas son préparateur physique qui l'a fait, c'est son docteur. Donc je pense que ça peut être intéressant parce qu'on se rend compte quand même que sur les dernières années, athlétiquement, Rafa est passé un peu au travers. Donc je me dis que si c'est son médecin qui le fait, médecin de confiance, ça peut être une belle prépa. Ça peut être une belle prépa, et si Rafa arrive en jambes en Australie, ça peut être une belle saison. Après, gagner un grand chelem sur dur, ça me paraît un peu compliqué.
parce que je pense que Murray va être très très fort l'année prochaine sur dur. Ouais, je pense que ça va être compliqué pour Rafa. Je vois bien Nishikori passer une étape. Ça fait quelques années qu'il tourne autour. Je pense qu'il va finir par avoir son heure. Par contre, sur terre battue, quand on voit le niveau de jeu qu'il a proposé Rafa cette année, sur terre battue, moi j'y crois. Sincèrement, la dixième à Roland-Garros, je pense que ça peut être pour l'année prochaine. Après, je pense que Rafa a appris de ses erreurs. Déjà, on l'a vu dans la prépa. Il va plus à Doha. Ça peut paraître banal, mais quand vous passez de Doha à l'Australie, vous passez de 10 degrés à 40 degrés. Donc en termes de météo, c'est pas complètement cohérent. Là, il va aller à Brisbane, donc ça veut dire qu'il va bien préparer l'Australie. S'il arrive 15e mondial, bah, il peut prendre Djoko en 8e. Bon, de toute façon, vu le résultat qu'il a fait l'année dernière, il a perdu au premier tour, même s'il perd en 8e, il gagnera des points, ça sera un bon résultat. Donc voilà, donc je pense que ça peut être une belle saison. J'espère juste qu'il va pas se planter dans sa programmation. Autre bonne nouvelle, j'ai vu qu'il avait retiré la tournée sud-américaine pour aller jouer au Rotterdam, ce qui est quand même vachement plus cohérent. C'est vachement plus cohérent d'aller jouer un tournoi sur dur avant de jouer les deux Masters 1000 Indian Wells Miami, et surtout ça en Europe. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'il repassera chez lui, il repassera en Espagne après l'Open d'Australie. Donc voilà, donc moi je pense que ça peut être une bonne saison 2017. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, je pense que l'année prochaine, je ferai beaucoup plus de vidéos. Beaucoup plus de vidéos, parce que c'est beaucoup plus rapide pour moi. J'ai pas besoin d'écrire. Peut-être que mes analyses de match, je les ferai à la vidéo. Voilà. Je sais pas, donnez-moi vos avis. Pour le blog, Rafa m'a mis fin à sa saison. Moi, j'avais mis ma fin à la mienne un peu avant. J'avais anticipé le truc sans faire exprès. Mais si vous avez des idées pour le blog, n'hésitez pas. Comme je vous dis, je suis preneur. S'il y a des trucs intéressants, ben, j'essaierai de les mettre en place. Voilà, je pense que j'aurai quand même pas mal de temps l'année prochaine pour gérer le blog, donc ça peut être, vu que ça peut être une des dernières saisons de Rafa, je pense que je vais essayer de m'investir au maximum. Donc si vous avez des idées, vraiment n'hésitez pas. Bon, allez, bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. À bientôt.